Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Les archéologues travaillent sans relâche tout au long de l'année. Ils creusent dans la terre pour découvrir tout ce qu'ils peuvent sur les civilisations qui nous ont précédés. Cependant, toutes les découvertes archéologiques ne donnent pas toutes les informations dont nous avons besoin. Parfois, certaines découvertes archéologiques restent inexpliquées. Voici 10 découvertes archéologiques récentes inexpliquées. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, la pierre de Dandaleth. Un gros rocher de granit rose d'1,70 m de long, sculpté de symboles sur les faces adjacentes, a été découvert en 2013 par un agriculteur après avoir cassé sa charrue. La pierre a été sculptée par les Pictes, une civilisation mystérieuse qui vivait dans la région entre le 3e et le 9e siècle, et la pierre contient un grand aigle, un croissant, une tige en V, un rectangle d'encoche et une tige en Z. On pense que les Pictes ont créé de telles pierres entre le 6e et le 8e siècle, comme marqueur ou commémoration. Selon les experts, la présence de deux ensembles de symboles sur une seule et même pierre est en soi une caractéristique très inhabituelle par rapport au corpus de pierres porteuses de symboles. La signification des symboles Pictes reste un mystère et continue de susciter de vifs débats dans divers milieux. Numéro 9, Nursun Tepe. Nursun Tepe est un site en Turquie à environ 25 km d'Elazig sur l'Euphrate et la vallée de la rivière Murat. Nursun Tepe couvrait 8,2 hectares, étant de loin le plus grand site de la région. Nursun Tepe est maintenant situé au centre du réservoir de Keban. À l'origine, la couronne de la colline avait une surface approximative de 500 mètres sur 300 mètres, dans laquelle des colonies ont été détectées. Le remplissage du réservoir a déplacé environ 25 000 personnes et couvert 40 petites tépées, tépées signifiant colline, Nursun Tepe étant le plus grand. Le site a été fouillé en 1968 par l'Institut archéologique allemand dirigé par Harald Hauptmann. Le projet a dû être terminé en 1974 en raison de la construction du barrage, du remplissage et du recouvrement des sites archéologiques qui en ont résulté. Au cours des fouilles, 40 couches d'occupation ont pu être identifiées, la plus ancienne allant de la fin de l'âge du cuivre à toutes les phases de l'âge du bronze, jusqu'à l'établissement de l'âge du fer. Il semble qu'il y ait eu un grand vide dans le temps entre l'âge du bronze et la colonie de l'âge du fer. Après l'âge du fer, qui a également fourni plusieurs tombes richement décorées, la colonie a été abandonnée et détruite par un incendie. Bizarrement, la colonie n'est jamais revenue. Numéro 8, la stèle de Merenta. La stèle de Merenta, aussi appelée stèle de la victoire, est une stèle funéraire du pharaon Merenta datant du XIIIe siècle avant notre ère. Elle fut découverte en 1896 par Flinders Petrie dans le temple funéraire du pharaon Merenta. Cette stèle de granit gris, qui mesure 3,18 m de haut sur 1,61 m de large et 31 cm d'épaisseur, fut érigée initialement par Amenhotep III, probablement dans son propre temple funéraire situé non loin de celui de Merenta, 13e fils et successeur de Ramsès II. Ce dernier en utilisa le verso pour faire inscrire à la date du 3e jour du 3e mois de Shemu, de l'an 5 de son règne, soit environ 1210 ans avant notre ère, un hymne à sa personne et commémorer sa campagne militaire victorieuse de l'an 5 en Libye et au pays de Canaan. La scène en haut de la stèle représente Amon-Ré en compagnie de Mout et de Khonsu qui confèrent au souverain le cimetière de la victoire. La stèle est particulièrement connue pour contenir la première mention supposée des Israélites hors contexte biblique. C'est également la seule mention supposée du peuple hébreu connu dans les textes égyptiens. Numéro 7, le mystérieux coffret d'ivoire. Minuscule et sans prétention, l'une des sculptures médiévales les plus précieuses et les plus déroutantes du musée de Glencairn en Pennsylvanie aux États-Unis est ce petit coffret en ivoire, un récipient qui contenait autrefois quelque chose de grande valeur. Mais que contenait-il exactement? Aujourd'hui, la boîte est vide et nous ne pouvons que deviner son contenu d'origine. Mais ce n'est pas le seul mystère qui entoure l'objet. On se demande aussi quand il a été sculpté, pour qui il a été créé et que représentent les nombreuses figures gravées sur son extérieur. Seules certaines de ces questions peuvent trouver une réponse satisfaisante, ce qui fait de cet objet l'une des œuvres d'art les plus alléchantes rencontrées au musée de Glencairn. Le coffret mesure environ 13 cm de long. Il se compose d'un conteneur rectangulaire surmonté d'un couvercle en forme de toit de maison. Le couvercle se retire pour révéler un intérieur simple. L'ensemble est assemblé à partir de panneaux d'ivoire séparés maintenus ensemble par de petites épingles et chaque panneau présente une sculpture en relief différente encadrée de motifs géométriques. Un peu plus tard, le coffret a été renforcé avec des attaches en alliage de cuir gainé d'une fine couche d'or. Numéro 6.
le dieu loup de Woodington. Dans les galeries romano-britanniques du British Museum, on peut voir une petite et étrange sculpture. Elle est connue comme le dieu loup de Woodington et est un artefact véritablement entouré de mystère. La figurine représente un grand loup musclé. Cette énorme bête est représentée en train de dévorer un cadavre humain dont la moitié inférieure pend mollement à la gueule vorace de la bête comme une poupée de chiffon. L'artefact a été découvert dans les années 1800 dans un village rural de Oxfordshire appelé Woodington, lors d'une fouille effectuée par un archéologue et un collectionneur d'antiquités qui l'ont ensuite donné au musée. La datation au carbone et l'étude des caractéristiques stylistiques de la sculpture suggèrent que le dieu loup a été réalisé à un moment donné pendant la période de l'occupation romaine de la Grande-Bretagne celtique entre 43 et 410. Le dieu loup de Woodington est sans aucun doute un objet ayant une signification religieuse, mais la nature du sens religieux de cet objet reste un mystère largement perdu pour l'histoire. Numéro 5, les Kong de Liangzhou. En archéologie chinoise, le terme Kong désigne un objet de jade sculpté de forme tubulaire datant de l'âge néolithique, les plus anciens d'âge de la culture de Liangzhou, soit entre 3300 et 2000 ans avant notre ère, qui en a produit un grand nombre. On en trouve encore sous les dynasties Shang et Zhou. Sa spécificité réside dans l'imbrication de deux formes. Sa section extérieure est carrée, mais sa section intérieure est ronde. Par ailleurs, sa surface est décorée de différents niveaux ou registres représentant de façon stylisée ce que l'on interprète comme des masques d'hommes-dieux ou d'animaux mythiques, le plus souvent découverts en contexte funéraire, associés à d'autres artefacts de jade comme les disques billes ou les haches. Il semble avoir rempli une fonction rituelle que l'on ne connaît pas précisément. Numéro 4, la lionne de Gobekdra. À quelques kilomètres de l'ouest de l'ancienne ville d'Aksum se trouve la colline isolée de Gobo-Dura, également connue sous le nom de Gobekdra. La ville d'Éthiopie est connue pour ses travaux de pierre, notamment des stèles richement sculptées et une œuvre d'art ancienne remarquable connue sous le nom de lionne de Gobekdra. Elle a été décrite pour la première fois dans le monde occidental par des archéologues allemands en 1913, mais était connue des habitants depuis bien longtemps. L'origine de la sculpture de 3 mètres de long, gravée sur un énorme rocher de séinite, est restée un mystère pendant un certain temps. Une histoire locale soutient que la sculpture est une relique d'une terrible bataille entre une lionne sauvage et l'archange Michael. On dit que lorsque l'archange Michael a jeté son adversaire contre le rocher, l'impact était si grand que le contour de la bête est resté. La vérité est toujours un sujet de spéculation, mais la lionne de pierre a probablement des milliers d'années. Comme elle se trouve à côté de la route menant à Aksum, il est possible que l'art rupestre ait été un ancien repère. Cela n'a pas été confirmé et on ne sait toujours pas quand il a été créé, qui l'a créé et dans quel but. Numéro 3, la stèle de Montaureau. En 2002, un agriculteur est tombé sur une mystérieuse relique en labourant son champ dans le sud de l'Espagne, mais il n'a pas accordé d'importance. Ce n'est que 2 ans plus tard, lorsque les gardiens forestiers du département local de l'environnement ont repéré la dalle massive, qu'il s'est rendu compte que c'était quelque chose d'une importance historique énorme. Les experts pensaient maintenant que la stèle de Montaureau pourrait être la première écriture monumentale de la péninsule ibérique. Mais malgré tous leurs efforts, personne ne peut comprendre ce qu'elle dit. L'écriture comprend des éléments d'une écriture paléo-hispanique du nord-est, d'une écriture gréco-ibérique, d'inscriptions proto-sinaïtiques et proto-cananéennes, d'écriture épigraphique sud-arabe et phénicienne. Une suggestion est que la pierre a été gravée entre le 9e et le 5e siècle avant notre ère par des habitants illettrés qui reproduisaient des signes qu'ils avaient vus chez des étrangers de passage. Une autre suggestion est qu'elle a été élaborée à la fin de l'âge de fer entre le 3e et le 5e siècle, lorsque l'Empire romain s'étendait et que l'Espagne était une partie active de l'Europe. À cette époque, le général carthaginois Hannibal était engagé dans une bataille contre Rome lorsqu'il décida de piller la péninsule ibérique pour son or, son fer et son argent. Certains experts pensent que la pierre pourrait être l'œuvre d'une unité militaire oubliée depuis longtemps, représentant la diversité de ses troupes. Si tel est le cas, chacun des symboles pourrait représenter les patries d'origine de ces troupes. Mais jusqu'à ce que des artefacts liés à la pierre soient retrouvés, cela restera un mystère. Numéro 2, la momie de San Pedro. La momie des montagnes de San Pedro, connue officiellement sous le nom de Pedro, est une momie découverte dans le Wyoming aux États-Unis dans les années de 1930. En raison de ses caractéristiques physiques inhabituelles, et de sa taille, elle est devenue une partie du folklore américain ainsi que de l'ufologie et de la cryptozoologie. L'opinion scientifique dominante considère que Pedro est la momie d'un nourrisson mal formé né avec une anencéphalie. En octobre 1932,
alors qu'ils cherchaient de l'or dans les montagnes de San Pedro, deux prospecteurs se frayaient un chemin à travers une épaisse roche dans laquelle se prolongeait une large veine d'or. Lorsque la poussière est retombée, ils ont vu qu'ils avaient ouvert une petite pièce. C'est là qu'ils ont dit avoir vu pour la première fois la momie d'une toute petite personne. Cette première momie fut examinée à l'aide de radiographies qui déterminèrent qu'il s'agit du corps d'un nourrisson anencéphale, dont la déformation crânienne lui donnait l'apparence d'un adulte miniature. Un deuxième examen, réalisé par l'anthropologue de l'université du Wyoming George Gill et Denver Children's Hospital dans les années 90, s'est également révélé être un nourrisson anencéphale. Les tests ADN ont montré qu'il s'agissait d'un Amérindien et la datation au radiocarbone le datait d'environ 1700. Numéro 1, le livre de Soyga. Après avoir été trouvé pour la première fois par le mathématicien et occultiste élisabétain John Dee, ce livre du XVIe siècle sur la magie a été perdu pendant des siècles jusqu'à être redécouvert en 1994 par un chercheur dans les archives de la British Library. Les près de 200 pages de ce livre contiennent des incantations et des inscriptions pour invoquer les démons, faire de la magie, des idées astrologiques et d'autres choses que nous ne comprenons toujours pas. Lorsqu'il l'a trouvé en 1551, John Dee est allé jusqu'à enrôler un médium afin qu'il puisse avoir une conversation avec l'archange Uriel sur ce que signifiait le livre. Alors qu'une partie du livre écrit en latin semble avoir un sens, il y a plus de 40 000 lettres étrangement disposées dans 36 tableaux qui semblent être une sorte de code toujours non déchiffré. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.